je renouvelle un peu la thèse initiale, que le venture capital en tant qu'industrie est un scam. High risk, high return, ça il faut en avoir conscience. C'est le jeu et en fait si tu restes juste sur les deals que tu peux pas faire, en fait t'avances pas en tant qu'investisseur. Comment t'expliques qu'aucun fonds ne communique sur sa performance ? Je pense qu'à Paris t'as des partenaires qui tout. Ok. Voilà. Je l'ai dit. Bienvenue dans le Big Deal, le podcast des métiers de la transaction. Dans le Big Deal, on va recevoir des investisseurs en private equity, en venture capital, des banquiers M&A, des auditeurs, des avocats, mais aussi des entrepreneurs. Si les coulisses des deals vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bonjour Angélique et bienvenue sur le Big Deal. C'est le premier épisode d'un podcast qui va être dédié aux métiers de la transaction. On recevra des investisseurs en private equity, en venture capital, mais également des entrepreneurs et les métiers du conseil. Tous les métiers de la transaction seront représentés ici et je suis ravi de te recevoir pour présenter le métier du venture capital, parler un peu de ton parcours et comprendre un peu les coulisses des deals que tu as pu faire au cours de ta carrière. Je te laisse peut-être dans un premier temps te présenter et nous dire un peu qui tu es. Alors moi Angélique, je suis d'origine de Martinique, c'est important parce que du coup je suis arrivée à Paris quand j'avais 15 ans. Et étonnamment, moi, j'ai pas commencé par le VC, même si on va principalement parler de ça. Moi, j'ai commencé par le journalisme. C'est pour ça que quand je suis arrivée dans la salle, je me suis dit, tiens, je connais quelques-uns des matériels d'ailleurs. Et voilà, et en fait, j'étais convaincue que j'allais bosser dans l'audiovisuel. Donc, j'ai fait quasiment que ça en école. Et mon dernier stage, je me suis dit, tiens, vas-y, ça t'intéresse. Ça commençait un peu à émerger en école, les sujets venture capital. J'ai fait un test et en fait, voilà, j'ai démarré, ça fait 8 ans et depuis, je n'ai fait que ça. Tu as démarré en quelle année pour resituer un peu les choses ? En 2014. 2014, donc le métier du venture commence à mûrir. On commence à entendre les premiers recrutements d'analystes au sein des fonds d'investissement, ce qui n'était pas vraiment quelque chose de commun. Non, c'était pas encore quelque chose de commun. Je précise que j'ai fait une petite coupe parce que sinon les gens, ça va pas du tout marcher le 2014-2023 en termes de ça fait 8 ans que je fais ce métier. Mais c'est parce qu'à un moment, je suis arrivée fin 2014, que j'ai fait une coupure, j'ai fait un tour du monde pendant un an et du coup, les maths fonctionnent. Et effectivement, non, c'était pas si commun. Moi, je pense que dans mon entourage, dans ma promo, on était peut-être un ou deux à s'être dirigés vers le venture capital. Je pense aujourd'hui, ce serait très différent si on reprenait les maths, la proportion d'élèves qui postulent en venture sur une promo. Aujourd'hui, c'est un métier qui est très à la mode. Il y a des bootcamps qui se sont montés, il y a des interventions des fonds au sein des écoles. Peut-être pour resituer les choses, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ton background académique et comment est-ce que tu es arrivé au métier du venture ? Ouais. Alors moi, j'ai fait une prépa, après école de commerce. Comme je le disais, c'est là où peut-être c'est un peu moins usuel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les profils venture. J'ai pas fait du tout de venture ou de métier lié au venture. Et après, je suis arrivée directement en venture. Cette invitation, pour moi, c'est l'occasion de poser une question que je pose souvent en privé et à laquelle j'aimerais qu'on apporte des éléments de réponse aujourd'hui. C'est est-ce que le venture capital, c'est un grand scam ? Okay, j'ai plusieurs questions un peu provocantes à ce sujet et ce sera l'occasion de te les poser aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait commencer par définir ce que c'est que le venture capital ? C'est une classe d'actifs qui, globalement, consiste à investir dans des sociétés jeunes et plutôt à risque, parce qu'avec des modèles qui reposent sur de l'hypercroissance, donc on l'a beaucoup vu, souvent c'est des modèles où tu es bêta négatif day one et tes premières années, mais où tu as un principe fondamental, c'est l'innovation. Et nous, c'est ce qu'on soutient à travers cette classe d'actifs, c'est des entreprises innovantes. Ok. Donc le venture capital, principalement technologique. c'est vrai qu'on l'intègre ou non parfois dans la définition du private equity selon si on a une acception large du terme ou pas. Aujourd'hui, on définira le venture capital comme un métier d'investisseur dans des startups à forte croissance avec une dimension innovante et où l'idée, c'est d'avoir des retours qui sont proportionnels au risque qu'on a pris, donc potentiellement très élevés. Peut-être l'idée de ce podcast, c'est parler des deal makers. Et je pense qu'en tant que deal maker, un moment fondateur, c'est ton premier deal. Est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu peux nous en parler ? Oui.
En fait, c'est pas si simple, je trouve, de répondre à cette question parce que tu as plein de façons de faire ton premier deal. Quand tu arrives en venture capital, tu es junior, tu fais pas à proprement parler ton deal. Et pourtant, ce deal-là, il peut autant te marquer que le premier deal que tu fais quand tu passes principal ou directeur d'investissement et on te laisse un peu plus d'autonomie sur tes deals. Donc moi, j'ai plein de premiers deals, on va dire, qui m'ont marqué parce que la première fois que tu travailles sur un dossier, que tu le gagnes ou que tu le perds, déjà, tu vois, l'aventure commence. Après, finalement, moi, c'est que très tardivement que j'ai fait mon premier deal, au sens où voilà, j'ai dû porter mes convictions et peu importe finalement qui dans mon équipe était pour ou contre, c'était à moi d'aller au bout de ce process d'investissement, tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est une société qui s'appelle toujours d'ailleurs Helios, qui est une écobanque. Et on était en plein lancement à l'époque chez Raise d'un fonds Seed for Good. Donc franchement, elle cochait à peu près toutes nos cases. Et voilà, c'était ça. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui marque Ah oui. un jeune entrepreneur, un jeune investisseur, pardon? Ce qui te marque, c'est qu'en fait, c'est la première fois où ce qui est pourtant les fondamentaux du métier, à savoir se faire des convictions, Mhm. prend du sens. C'est-à-dire que c'est la première fois où tu te dis, OK, en fait, j'ai la responsabilité de mes actionnaires, j'ai la responsabilité du fonds, et indépendamment de cette pression, il faut que je prenne une décision d'investissement, de conviction dans une boîte où, en plus, surtout quand tu es en pré-seed seed, ce qui va te permettre de prendre ta décision est assez subjectif. C'est beaucoup la team. Et tu n'as pas beaucoup d'éléments pour te rassurer et rassurer potentiellement les gens autour de la table qui vont valider ou non ta décision. Donc tu apportes avec toi des éléments de réassurance, des éléments de marché, de vision aussi. Mais à la fin, il faut surtout que ça matche avec le profil d'entrepreneur. Donc, tu te dis, OK, j'espère que l'étincelle va se créer aussi avec les autres membres du comité d'investissement notamment. Mais donc voilà, ouais, tu as tes convictions et tu sais qu'à la fin, ça te suivra jusqu'à ce que tu fasses la sortie de ce deal. Helios, c'est une boîte qui a bien fonctionné depuis que tu as fait le deal. C'était quoi, toi, ta conviction d'investisseur sur ce dossier? Euh, Oui, alors, j'ai pas. Comment dire? Ce qui est compliqué quand tu es encore un jeune investisseur, c'est que tu n'as pas encore de recul suffisant, déjà, sur est-ce que ça a bien fonctionné. Ouais. Pour l'instant, la boîte, elle performe très Mhm. bien. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est plutôt dans le temps, je pense. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, limite, j'ai plus de recul sur mes premières thèses d'investissement et comment elles évoluent dans le temps sur les deals sur lesquels j'ai travaillé, avec lesquels, tu vois, on a fait un investissement avec mon partenaire, Mhm. que ce deal-là qui est plus récent. Mais globalement, la thèse d'investissement, c'est un peu celle que je te décrivais tout à l'heure. C'est très souvent la même. C'est une équipe fondatrice dans laquelle tu crois et surtout avec laquelle tu matches en termes de vision. C'est-à-dire que tu crois en la vision qu'elle a de son projet et tu crois en sa capacité à pouvoir exécuter son projet. Tu n'es pas forcément convaincu à 100% du produit, au sens où il te présente un produit qui peut évoluer à peu près 90 fois. En plus, là, c'est une boîte consumer, donc c'est très particulier les investissements dans les boîtes consumer, parce que le produit, en vrai, c'est pas toi, investisseur, qui va être capable vraiment de le challenger. C'est des boîtes mass market, donc c'est la masse qui va être capable à la fin de dire est-ce que le produit il est bon ou pas et qui va générer l'itération. Donc voilà, donc c'est principalement l'équipe. Le métier d'investisseur en venture, c'est aussi un métier de frustration, parce que c'est un métier qui est fait de deals que tu n'as pas fait et que tu aurais voulu faire. Est-ce que tu peux nous parler d'un deal que tu n'as pas fait et que tu aurais adoré faire? Il y en a plein. Franchement, je ne sais pas lequel je peux citer, mais il y en a plein. Récemment, il y a une boîte que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Osium, qui est un software pour les ingénieurs R&D, pour les aider à faciliter et accélérer leur process de construction, de création de nouveaux matériaux. Donc ça, typiquement, tu vois, c'est une boîte, c'est la boîte la plus récente, donc forcément, je l'ai encore là. Comment tu gères cette frustration dans le temps? Alors, je pense que ça dépend des investisseurs, pardon. Moi, j'ai toujours tendance à me dire, si tu l'as raté à un moment donné, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas revenir après.
Donc, je garde toujours une relation déjà avec les entrepreneurs que j'ai beaucoup aimé, ce qui permet déjà de modérer ta frustration. Après, tu as aussi des opportunités. Moi, j'ai pu mettre un ticket en tant que business angel. Donc ça aussi, ça te permet de te dire, OK, bon, tu as une frustration pour ton fonds, mais tu la compenses avec toi, ton investissement perso. Et après, c'est parce que c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Et en fait, si tu restes juste sur les deals que tu peux pas faire, en fait, tu n'avances pas en tant qu'investisseur. Et justement, moi, souvent, j'essaie de faire un post-mortem, post-investissement, en me disant, OK, pourquoi on l'a pas eu? Qu'est-ce qui s'est bien passé dans le process? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Ça m'arrive même de poser la question, tu vois, à l'entrepreneur. OK, pourquoi tu as choisi ce fonds? Tu vois, là, en l'occurrence, c'est parce que l'autre fonds était plus international que nous. Et qu'il y avait un vrai enjeu international. Et tu te dis, OK, bon, bah, fair enough, je peux pas tu vois, je peux pas aller sur des domaines où je suis pas. Mais c'est un super aussi apprentissage. Et c'est comme ça que tu deviens au final un meilleur investisseur. C'est quand tu comprends en fait pourquoi tu n'as pas gagné et comment tu peux gagner le coup d'après. Si depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du métier du venture cap, on a utilisé énormément d'anglicismes. Je pense que c'est très lié à ce métier. Il y a très peu de gens qui parlent complètement français dans l'industrie. C'est un gros biais et en fait, parfois, ça aussi crée une sorte de barrière à l'entrée. Est-ce que tu peux te décrire ce que c'est que ce métier de manière très accessible si tu devais l'expliquer à tes grands-parents ou à tes petits-neveux? C'est marrant, j'ai essayé de l'expliquer à mon neveu justement récemment. Parce que ma sœur et ma mère se moquent régulièrement de moi. Parce qu'effectivement, en fait, tu réalises même plus que tu as tous ces anglicismes dont tu parles. Donc déjà, il y avait des termes qui n'étaient pas compréhensibles depuis le début. Tu as parlé de Précide, Seed, Ouais. Consumer, Mass Market. C'était terrible. Ouais. Alors déjà sur le précis, parce que c'est peut-être un des mots qui va le plus revenir. En gros, tu as des stades de maturité d'investissement dans une startup. Le seed, en anglais, c'est la graine. Donc le pré-seed, c'est avant même que tu puisses mettre la graine. En général, les boîtes, elles ont pas forcément... Il y a l'équipe, ça, il y a toujours l'équipe, ça c'est un fondamental. Mais, et encore, parce qu'elles n'ont pas toute leur équipe. Ouais. Parfois, tu as un ou deux founders et tu vois aussi, tu as réussi à trouver un lead founder. Donc, c'est des boîtes relativement jeunes qui ont une vision, une idée. Elles ont compris un peu le marché dans lequel elles allaient évoluer, mais ça peut s'arrêter là. Tu vois, sur le produit, on est encore en phase d'itération, etc. Et après, tu évolues, seed, série A, série B. Et effectivement, c'est des degrés de maturité différents. C'est des tickets aussi d'investissement différents. Et c'est aussi comme ça qu'on essaye d'avoir des repères. Mais la réalité, c'est que tu as des boîtes parfois qui te disent qu'elles font du seed et tu pourrais penser que c'est que des qualificatifs de série A parce qu'elles ont levé 10 millions d'euros Oui, en ça pré-seed correspond seed. juste à un historique de levée Voilà. dans le Mais passé. ça te permet quand même de te repérer dans l'historique de l'évolution de la boîte. C'est ta question initiale, qui est comment je décrirais ça, c'est ce métier à quelqu'un qui n'a aucune notion du venture capital. Globalement, en fait, ce qui est le plus facile souvent, c'est de prendre un exemple. C'est de se dire, en fait, une société comme Facebook, qui parle en général là pour le coup à vraiment tout le monde, au tout début, pour se lancer, il fallait qu'elle ait du cash. Il fallait qu'elle ait du cash parce qu'il fallait qu'elle recrute des gens, il fallait qu'elle paye ses serveurs, il fallait qu'elle paye la pub qu'elle allait faire. Et ça, bah, comme dans l'investissement en général, il faut que tu aies des personnes qui viennent et qui disent OK, bah, vas-y, je suis prête à mettre du cash. La complexité et la différenciation qu'on a sur le venture, c'est que ces entreprises-là, on en parlait tout à l'heure, comme on veut qu'elles grandissent très très vite, on va leur donner beaucoup de cash, même si au début, elles ne vont pas générer autant ou en tout cas de manière aussi stable qu'une entreprise qui, elle, dès le premier jour, doit gagner de l'argent, mais s'assurer en bottom line, tu vois, ça y est, j'ai remis un anglicisme. C'est hyper dur en fait à décrire de manière hyper simple sans aucun mot en anglais. Mais en gros, on va dire, si je fais long story short, c'est c'est insupportable. Je peux pas répondre à cette question. Je suis désolée, je peux pas. Ok, il faut que je reprenne cette question en fait. Ok, je le refais. Je peux la refaire? Vas-y. Ok, si je devais la décrire à mon neveu, globalement, c'est en fait, il faut le décrire comme une entreprise classique.
Demain, tu as envie de construire un fast-food. Il te faut de l'argent pour payer le pain, pour payer les aliments, pour payer les cuisiniers, les gens qui vont être au service, le monsieur qui va venir nettoyer, et puis le building, etc. Globalement, ça, on n'a rien inventé en faisant du venture sur cette partie investissement. Nous, ce qui va nous différencier, c'est que les typologies de boîtes déjà qu'on va financer, c'est des entreprises technologiques. Donc, ou avec une forme de technologie. Donc, c'est par exemple, tiens, si tu prends ton téléphone, 90% des applis potentiellement sont tech et donc ont été financées de près ou de loin par des acteurs du venture. Facebook, Uber, enfin voilà, tous ces acteurs-là sont des entreprises où au cœur de leur fonctionnement, c'est une technologie. Donc, ça, c'est comment ça fonctionne, qui on adresse. Et là où le modèle est très particulier, c'est que nous, ces boîtes-là, on veut qu'elles performent très vite. Et c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de cash régulièrement. Et qu'on est prêt au début même à ce qu'elles perdent de l'argent pour que, in fine, elles en gagnent encore plus et encore plus vite. Ça, c'est nos convictions. Je ne suis pas sûre que Raphaël, mon petit, ne comprenne, mais je lui prendrai plus de temps. À l'époque où le venture est né dans la Silicon Valley, c'était quelques investisseurs très influents qui avaient souvent des succès industriels à leur actif, qui mettaient des tickets dans des boîtes extrêmement risquées, souvent portées par des fondateurs ingénieurs avec des gros backgrounds tech ou alors des jeunes ingénieurs, mais avec toujours cette dimension technologique, avec le fantasme du drop-out dans son garage qui construit une technologie radicalement différente. C'est Google, c'est Facebook, Apple, Cisco. Aujourd'hui, le venture, c'est devenu, et c'est là que je rentre dans un terrain un peu plus provoquant, c'est devenu une commodité. Il y a une tonne de fonds d'investissement, il y a beaucoup de capital qui est disponible, en tout cas sur le papier, ce qu'on appelle la dry powder, donc le capital disponible prêt à être investi dans l'industrie, même si on est en 2024 et le flux s'est largement tari. En tout cas, les stocks disponibles de capitaux prêts à être déployés sont colossaux et n'ont jamais été aussi gros. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans cette industrie qui est capable de financer de l'innovation radicalement nouvelle? Est-ce que les fonds d'investissement ont vraiment une capacité à se différencier les uns avec les autres? Et est-ce qu'on n'est pas finalement arrivé dans une industrie mature de money manager traditionnel dont le seul but est de gérer un maximum de pognon, donc d'AUM, d'asset under management, pour générer des management fees? C'est un peu provocant, c'est un peu dur, mais c'est une question que de l'extérieur, il est légitime de se poser. C'est une très longue question. Alors, déjà, sur une partie de ta question qui était de dire est-ce que, en gros, il y a toujours une valeur dans cet asset? Moi, je le crois. Déjà parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi concrètement? C'est que, tu vois, les premiers investissements dont tu parles, ils se faisaient sur une base aussi de start-up qui se créaient, qui était beaucoup plus petite. Ouais. Aujourd'hui, c'est indéniable. Même nous, on le voit, tu vois, au quotidien, dans le deal flow que tu vas recevoir, tu as de plus en plus d'entreprises qui se créent. Et ce move sorti d'école de devenir entrepreneur, il s'est démultiplié au fil du temps. Donc, là où je ne suis pas 100% d'accord avec toi, c'est que en fait, les projets, ils continuent d'exister et même ils se multiplient. Et sur des profils aussi d'entrepreneurs qui changent au fur et à mesure du temps. Donc, en fait, tu élargis justement ton pool de startups que tu peux investir et ton pool de profils qui peuvent correspondre à tes critères. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'est il n'y a pas si longtemps, mais il y avait beaucoup de profils d'école de commerce et pas d'ingénieurs comme toi tu le disais, alors qu'aujourd'hui, la proportion, elle s'est totalement inversée. Tu vois. On a de plus en plus de profils ingénieurs dans les entrepreneurs.
Après, sur est-ce que à la fin, nous, on n'est que intéressés par les management fees? Non, heureusement. Parce que la réalité, c'est que, si tu veux vraiment si tu veux vraiment construire un fonds qui va durer dans le temps, il te faut de la perf, il faut de la plus-value, quoi. Si tu n'arrives pas à générer ça, tu ne constitues pas un second ou un troisième fonds. Et dans ce cas-là, en fait, tu es sur un élément fini, quoi. La logique de tout fonds qui se lance, c'est quand même de se dire que, en fait, il est fait pour durer et lancer, tu vois, au moins, enfin, tu vois, Seedcamp, j'écoutais ce matin, tu vois, ils sont à leur 6e fonds. S'ils n'avaient pas prouvé de la perf au début, malheureusement, le système, il s'écrase. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds qui se constituent. Il y a une nécessité aujourd'hui d'aller créer de la valeur hors cash. Tu vois, le cash où avant était un peu le maître de la place, et en tant que fonds, tu n'avais pas forcément à draguer l'entrepreneur. Juste, si déjà tu faisais une term sheet, tu avais des chances très élevées d'être pris. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, quand tu dis générer de la valeur hors cash, c'est proposer un accompagnement sur d'autres sujets qui peuvent être le recrutement, qui peuvent être le M&A, qui peuvent être l'internationalisation. Ouais. En fait, ça dépend de ton stade de maturité. Tu vois, je pense que c'est pour ça que chaque fonds essaye en général, tu vois, d'avoir une thèse un peu définie, etc., pour se dire, OK, typiquement, si j'accompagne plutôt en early stage, je vais essayer d'être plutôt fort sur la partie recrutement, plutôt fort sur, OK, comment t'aider sur le go-to-market, là où, en grosse, il faut que tu sois un peu meilleur plutôt sur la partie M&A, parce que ça correspond plus à ton profil de boîte. Donc, et tu le vois d'ailleurs, il y a beaucoup de fonds qui se constituent en choisissant une verticale, par exemple, en se disant, OK, je vais choisir sinon des secteurs dans lesquels on investit. Comme ça, je vais prendre, par exemple, des pools d'experts dans ces secteurs-là et je vais être capable de les aider. Donc voilà, mais c'est un vrai enjeu. Et il y a beaucoup de fonds qui ont dû, tu vois, se réinventer parce que historiquement, ils sont lancés, tu vois, en 2000. Il y avait cette théorie de se dire cash is king, et donc tiens, tant que tu as du cash, c'est bon. Maintenant, on parle de smart money et ça a pris le pas. Et Okay. Tu as parlé de la nécessité pour un fonds de faire de la perf s'il veut durer dans le temps et installer une marque et une équipe. Quand on regarde, sans rentrer dans les détails des perfs, quand on regarde la répartition de la performance sur les fonds de venture capital français, c'est absolument catastrophique. En moyenne, les fonds perdent de l'argent. Je crois qu'en médiane, ils n'en gagnent pas. Et qu'on a globalement un tout petit quantum de fonds qui surperforme le taux sans risque. Ce qui me fait dire, et je renouvelle un peu la thèse initiale, que le venture capital en tant qu'industrie est un scam. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, je pense que le venture, clairement, c'est, comme tu le disais un peu au début, j'allais le dire en anglais, je peux le dire en anglais, high risk, high return. Ça, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que nous, typiquement, tu vois, nos LPs, quand ils viennent, on va leur dire... alors, sur les LPs corporate, c'est un peu différent parce qu'eux, ils sont organisés. Mais sur un individu, on va lui dire ne mets pas plus d'un certain pourcentage dans le venture capital parce qu'il faut avoir conscience que dans ta constitution de portefeuille personnel, tu ne peux pas trop t'exposer au venture parce que c'est très risqué. Tu as potentiellement plus de chances de perdre ton argent que de le gagner. Après, moi, la vue que j'ai un peu sur le marché, c'est que, tu vois, c'est un peu comme dans un portefeuille de venture, les fonds de venture, tu as effectivement des fonds qui ne vont pas performer, peut-être 50%, qui ne vont pas rendre l'argent, entre guillemets. Peut-être que, enfin, là, ce n'est pas du tout des stats très réalistes, hein, mais c'est juste pour un peu donner une idée de comment ça fonctionne. Un raisonnement, ouais. Mais tu as une partie qui va rendre un peu, et tu as un top quartile qui, effectivement, va surperformer. Et après, il peut y avoir des surprises, même dans ceux, tu vois, qui historiquement n'avaient pas eu des belles perfs. Mais c'est là où je te disais tout à l'heure sur... en fait, si tu n'as pas fait des bonnes perfs dans ton premier fonds, tu vas normalement pas relever un deuxième fonds. Donc, en fait, c'est un peu c'est un peu darwinien, quoi. On est quand même dans une industrie où on gère de l'argent pour des LP, donc des investisseurs qui peuvent être des fonds de pension, des caisses de retraite, des corporates. Comment t'expliques qu'aucun fonds ne communique sur sa performance ? Déjà, c'est du private equity, hein. Donc, de manière générale, tu gères des boîtes privées
qui n'ont pas forcément envie que tu exposes ta performance, parce que le sous-jacent, c'est quand même leur performance. Ça peut être une des raisons. Tu as des fonds, d'ailleurs, qui parlent quand même de leur performance. C'est juste qu'ils vont le faire de manière un peu moins officielle, ou ils vont le faire à la marge, ou sur leur fonds historique. Je pense qu'il y a aussi un sujet de... t'as pas envie que les gens croient que le passé égale le futur. Donc, c'est un peu une pression que tu as envie de t'enlever, parce que si tu as super bien performé, fonds 1, fonds 2, et que du coup, tu vois, tes LPs t'attendent sur ton fonds 3 sur les mêmes performances, mais que marché ou autre fait que tu n'as pas bien performé, tu te dis, j'aimerais pas qu'il y ait une perception négative. Et puis voilà, je pense que c'est très marketing aussi, cette façon de garder cette information, qui est un sujet un peu touchy et qui peut servir parfois comme desservir. Et puis en plus, il y a un dernier point, c'est que ta performance, tu la calcules à quel moment. Et tu vois, donc c'est plus facile pour un fonds qui est sorti, donc des fonds plus anciens qui ont fini leur fonds et qui du coup sont capables de publier leur performance, que sur un fonds récent où il est capable de parler de ses performances passées, sur ce fonds, les premières sorties qu'il y a eu, etc. Mais les performances à venir peuvent totalement venir casser les premières performances. Donc tu vois, en plus, il y a un truc un peu sur le timing de ta communication de la performance. Je pense que ce qu'il faut expliquer pour bien comprendre ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs éléments qu'on appelle performance pour un fonds. Il y a un élément qui est tangible, qui est ce qu'on appelle le DPI, qui est l'argent qui a été effectivement retourné sous forme de virement au LP, qui est la perf qu'on regarde en ce moment, en 2024, beaucoup. Est-ce qu'un fonds a retourné de l'argent pour ses LP sous forme de DPI? Et puis, il y a de la perf que j'allais dater de 2021, qui était de dire, c'est la perf on paper, donc c'est de dire, si toutes mes valos dans les books se réalisent, vous allez être riche. Et ça, c'est une perf auquel aujourd'hui, plus grand monde ne croit. Et on est passé d'un monde de TVPI à un monde de DPI, pour utiliser des gros mots, et les définitions sont disponibles sur Internet, mais en gros, on est passé dans un monde où, sur le papier, la valo de TechCrunch, on y croit, les 2 milliards, les 10 milliards, les 20 milliards, à un monde où on regarde le prix auquel c'est vendu Frishti. On a fini de valoriser les boîtes en fonction de leur dernière valo, et on est retourné à un monde où on regarde leurs chiffres pour essayer de déterminer combien elles valent. Non. T'es pas d'accord? Non. Ok. Non, parce qu'en fait, en venture, particulièrement, ou spécifiquement, en fait, c'est le marché qui fait la valo. Au moins jusqu'à un certain point. Ce qui est très différent du PE. Tu vois, j'ai travaillé dans un fonds où on avait un fonds de VC et un fonds de PE. On a deux façons radicalement différentes de valoriser nos books, justement, de manière trimestrielle, parce qu'eux, ils ont des rationnels hyper tangibles, de calcul par rapport à l'EBITDA, etc. Chose que nous, évidemment, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est compliqué à faire. Et tu peux le faire ponctuellement. Mais la tendance globale, elle est quand même d'aller essayer de valoriser ton portefeuille, soit en fonction des événements de liquidité qu'il y a eu, parce que pour toi, c'est du tangible en tant que fonds d'investissement. Donc, tiens, je prends ma dernière valo, ou s'il y a une term sheet, la valo qui est censée arriver peut-être un peu décotée pour jouer la sécurité de tiens, si à la dernière minute, ça ne se fait pas. Mais après, ce qui est plus compliqué, ça c'est vrai, c'est dans cet entre-deux tours, comment tu revalorises ta boîte. Si pendant 2 ans, elle n'a pas levé, est-ce que tu estimes qu'elle a la même valo à M plus 18 qu'à M0 quand tu as fait ton investissement? Nous, de manière plus facile, on pourrait se dire que oui, c'est la même valo. Mais s'il commence à y avoir des risques sur la boîte, sur le secteur, sur le runway, là, tu es obligé de l'impacter. Et c'est vrai que cette méthode de calcul, tu essayes d'être le plus rigoureux du monde, tu essayes d'établir une par fonds, mais je pense que d'un fonds à l'autre, parfois, tu as des différences qui font que, oui, cette méthode, elle peut être un peu remise en question, mais malheureusement, est-ce que tu as une autre façon de le faire? Oui, prendre plus de comparables,
de les attribuer à le secteur dans lequel ta boîte évolue, etc. Prendre quelques KPIs clés et l'établir, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus fait sur le marché. Je pense qu'avec le développement énorme là, qu'on est en train de voir sur le marché du secondaire au sens large, on va avoir de plus en plus de gens dont le métier va être de faire de la valo en externe pour des fonds de PI et des fonds de VC, et que ça va se normaliser en quelque sorte, cette espèce de gloubi-boulga interne où tout le monde fait sa sauce et où tu te retrouves avec des fonds qui ont la même boîte en portefeuille et qui la valorisent à deux prix différents. Ouais, bah, je pense que ce serait ça, hein, limite, mais c'est pas forcément évident, encore une fois. Et puis parce que ça dépend du fonds. Tu vois, peut-être qu'il y a des fonds qui, quand ils voient que la boîte, elle a pas beaucoup de runway, mais qu'ils se disent, ah oui, mais moi, de toute façon, je sais que je veux réinvestir dans la boîte parce que je la connais bien et que j'ai le cash pour. C'est pas la même chose qu'un fonds qui, lui, par exemple, investit que en précide. La boîte est en série A, il n'aura pas de capacité à remettre. Donc, il est un peu plus stressé, un peu moins confiant parce qu'il sait que ça doit venir de l'externe. Et donc, tu vois, il y a aussi des événements qui sont d'analyse qui sont liés à ton fonds et que tu es obligé de prendre en considération. Et quand même, sur les valos, tu as quand même eu un énorme retournement de marché sur les marchés publics, sur les multiples. Ouais. Et de garder la valo d'il y a 2 ans sur une part qui n'a pas forcément relevé et qui va peut-être même bien, qui a peut-être fait sa croissance, etc., fait son BP, c'est criminel. Ça n'a aucun sens. Parce que continuer à valoriser une boîte 50 fois la RR quand le marché de la presse 10 fois la RR. Mais ça, normalement, tu le prends en considération. Si ton marché, si tu es dans un secteur, tu vois, qui se casse la figure, nous, ça nous est arrivé pendant le Covid, on avait des boîtes dans le travel. Bah oui, notre la dernière valorisation marquait quelque chose qui, selon nous, n'avait plus de sens, ou en tout cas qui devenait trop risqué, tu vois, par rapport au marché. Bah là, tu provisionnes. Mais c'est plus, OK, tu provisionnes avec tu as des grandes lignes de provision, 25, 50, 75. En fait, entre 25 et 50, il se passe beaucoup de choses, tu vois. Et ça a un impact sur ton portefeuille. Donc, et c'est là où, en fait, tu essaies de faire un exercice pour donner une image que tu considères plus ou moins réaliste. La réalité, c'est qu'effectivement, pour le coup, on n'est pas sur une science exacte en faisant ça. Donc là, on a parlé des entreprises, des fonds d'investissement, beaucoup. On n'a pas trop parlé des investisseurs. La performance, c'est important à l'échelle d'un investisseur parce qu'il faut être dans un fonds qui performe bien pour que ton carry d'interest ait une matérialité, pour qu'à long terme, tu aies des incentives qui font que si tu es un bon investisseur, tu gagnes de l'argent. Si tu rentres dans un fonds qui est tanké, tu peux être un bon investisseur et être pénalisé par les performances qui ont été faites par le passé. Tu peux sortir un fund returner, donc une boîte qui cartonne, qui va juste payer le reste des fours qui ont été faits par potentiellement tes prédécesseurs ou tes collègues. Donc la perf, c'est important aussi pour les investisseurs. C'est pas important que pour les LP. En tant qu'investisseur individuel qui choisit un fonds, comment toi tu fais pour avoir de l'info de marché sur la perf des fonds? Parce qu'elle n'est pas disponible. Ouais. En tant qu'investisseur, en tant que toi, Angélique, quand tu regardes l'océan des possibles de fonds d'investissement qui pourraient être des endroits où tu travailles, comment tu fais pour avoir une vue sur la perf, concrètement? Déjà, juste, il y a un point qui est hyper important dans ce que tu as dit. Oui, c'est important d'être incentivé sur ce carry, qui est l'intéressement sur la plus-value, parce que c'est exactement ce qui nous aligne avec nos actionnaires et qui fait que la dynamique peut fonctionner. Déjà, moi, après, Angélique, comment je sélectionne un fonds? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, un fonds qui a plusieurs fonds est un indicateur potentiel de performance. Alors, attention, parce que parfois, il y en a, ils ont eu des très belles performances au début, et puis tu arrives, et en fait, le dernier fonds, c'est terrible parce qu'ils se sont un peu emballés. La réalité, c'est que tu n'as pas une visibilité à 100%. Après, quand tu arrives dans un fonds, ils te présentent le portefeuille. Donc, si tu as fait un peu tes exercices en amont, si tu as un peu appelé ou parlé, même, tu vois, tu parles de manière beaucoup plus transparente quand tu es en entretien.
tu commences à avoir une visibilité. Après, c'est aussi le jeu. C'est-à-dire que quand tu rejoins une équipe d'investissement et tu es incentivé sur le fonds sur lequel tu travailles, en général, c'est rare. C'est pour ça que tu payes le prix des pots cassés des anciens fonds. Parce que en fait, les anciens fonds, justement, tu n'y as pas accès, alors que parfois, tu aimerais y avoir accès. Parce que tu vas aider à faire des sorties quand même, etc. Et tu es là, attends, moi, j'aimerais bien être incentivé. Et tu ne l'es pas toujours. Mais toi, tu as quand même une visibilité. On va te présenter un portefeuille. Tu vas dire, OK, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Effectivement, on peut te le marketer trop bien et donc tu n'as pas une vraie visibilité de ce qui s'y passe. Mais pour le coup, là, c'est un peu ton job de te renseigner. Et l'autre truc, c'est que c'est aussi pour ça que moi, je trouve ça très intéressant d'arriver en début de fonds. Tu vois, si on met à part les fonds qui sont excellents et on voit très rapidement dans leur boîte, tiens, les fund returners, on se dit, OK, là, il n'y a plus de sujet. Les autres, plus tu arrives au début, plus c'est facile de prendre le pouls à ce niveau-là. Et d'avoir un impact sur la performance. Et d'avoir un impact, exactement. Est-ce que on peut continuer un peu sur ce thème de est-ce que le venture est un scam? Moi, j'accompagne beaucoup d'étudiants qui se posent la question du premier job en sortie d'études. Et il y a 2 aspects dont je voudrais parler avec toi. Le premier aspect, c'est l'argent. À bien des égards, le venture paye beaucoup moins que tout autre métier d'investisseur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je pense que c'est vrai ou est-ce que je pense que... Est-ce qu'on peut d'abord parler de ce que c'est qu'un salaire en sortie d'école en venture capital? Et est-ce qu'on peut aussi se demander, est-ce qu'à 5 ans, l'évolution vaut le coup du métier? Est-ce que ça les vaut? Est-ce que selon toi, c'est un fair price pour ce type de carrière? Ouais. On a déjà parlé rapidement des salaires. Moi, c'est un sujet sur lequel je trouve qu'il y a beaucoup de subjectivité, puisque, tu vois... J'adore, parce que quand les gens disent qu'il y a plein de subjectivité, en général, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'argent. non, mais en fait, non, mais la subjectivité, elle vient du fait qu'en fait, c'est globalement, je trouve, un métier qui paye bien, mais comparativement à tous les métiers, genre type M&A, même en PE, etc., je pense qu'on touche des niveaux de salaire qui sont beaucoup moins élevés. En venture. En venture. Ouais. Mais la réalité, c'est que si je regarde assez rapidement, tu touches à des niveaux de salaire où je considère très personnellement qu'en fait, à un moment donné, en fonction de tes ambitions de vie, le salaire est très généreux. Mais, encore une fois, d'un fonds à l'autre, tu as des écarts types, mais phénoménaux. Et tu as des fonds qui payent particulièrement bien, notamment au UK. Là où en France, on est peut-être un peu moins bien lotis. Et même, tu vois, si tu te mets juste sur la France, moi, je parle avec pas mal d'investisseurs, tu vois, on voit des écarts types qui sont assez importants. Après, moi, je pense qu'il y a un point fondamental, et c'est là où, tu vois, sur ton choix de fonds, ça peut jouer beaucoup. C'est qu'en fait, ton salaire, il peut être compensé par ce caride. Il doit être compensé par le caride. Mais c'est là où choisir son fonds a de l'importance. C'est-à-dire que si tu es dans un fonds où tu prends ton risque au départ, il a first time team, first time fund, tu as une rémunération un peu modérée, on dit oui mais t'inquiète pas, tu as beaucoup de carry, tu es là, ok, mais là du coup tu deviens un entrepreneur, quoi. C'est-à-dire que tu dis ok, j'accepte de pas être beaucoup payé, j'accepte de pas d'avoir beaucoup de carry, mais du coup il faut qu'on fasse de la perf. Et c'est aussi pour ça que je pense, dépendant du fonds, dépendant de ce qu'on te demande, dépendant du carry qu'on te donne, en fait tu as des niveaux de salaire qui vont aussi évoluer pour venir compenser ça, dans un sens ou dans l'autre. De quoi on parle concrètement quand on sort d'école? À quoi on peut s'attendre en fonds de venture capital? Je sais pas. Je peux regarder. Je peux regarder ou pas? Tu peux regarder, mais en vrai, en sortie d'école, un fonds de venture, il va payer entre 50 et 60 000 euros en package cash. Mais typiquement, tu vois, tu démarres, tu n'as pas de caride. En général. Tu n'as pas de caride, tu as une promesse de caride. Donc ton petit document, il dit quoi? Mon petit document, il dit qu'en général, tu commences plutôt à 50. Ok. Et 50, quand on dit 50, c'est 50 000 euros annuels bruts. Oui, exactement. Ce qui est plutôt un niveau de salaire, qu'on se le dise, en démarrage de carrière, qui est quand même plutôt bon, si tu compares à d'autres types de secteurs post-école. Je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que ça paye relativement bien. Après, tu as des niveaux, Après, on pourrait argumenter l'inverse. On pourrait dire aujourd'hui,
le niveau de compétitivité pour entrer en venture est extrêmement élevé parce qu'en fait, c'est devenu un métier hype. Donc, il faut avoir fait 3 stages, dont un stage en fonds, un stage en scale-up, un stage analytique. Il faut avoir fait une bonne école. C'est mieux si tu as fait une prépa, etc., etc. Et la liste fait qu'on peut légitimement se demander si, pour ce niveau de compétitivité, c'est un fair price. Oui, mais alors, le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Ouais. C'est-à-dire que si tu es le seul à avoir fait tout ça, ben, tu pourrais considérer que ton profil vaut très cher. Mais à partir du moment où tu observes qu'il y a beaucoup de profils similaires, malheureusement, en fait, tu te démarques pas. Et à partir du moment où tu n'es pas un profil atypique, tu vois, tu peux pas. Enfin, ce que tu défends là, finalement, il perd de son sens face à la multiplicité de profils que tu as, qui sont des profils pertinents. Et je pense qu'il y a des exceptions, beaucoup d'exceptions qui sont faites dans le venture. Mais ces exceptions, c'est plutôt quand tu atteins un certain niveau de seniorité. Parce que, en fait, un stagiaire. De quoi tu parles en termes d'exception ? L'exception, c'est de se dire que, en fait, quand tu es sur ton premier job, ok, tu as peut-être fait plein de super stages, mais tu n'as encore rien prouvé sur le métier. En revanche, quand tu as déjà 5 ans d'expérience, que potentiellement, oui, tu as été un entrepreneur à succès, que tu as en plus en parallèle été BA et que tu as fait des super invests, oui, ta valeur marché, elle est plus la même. Et là, effectivement, tu peux faire monter un peu plus facilement, je pense, les salaires, une fois que tu as passé les postes de directeur d'investissement, partenaire dans des structures. Donc, tu veux dire que c'est une carrière qui va peut-être être moins linéaire que le reste de l'industrie ? Oui, mais après, ça reste contenu parce que on a tu vois, tu gères des fonds, notamment en early stage, qui sont pas forcément. Enfin, tu prends 2% de management fees sur les fonds. Donc après, tu es aussi limité, fonction de ton équipe. Enfin, tu vois, ce que tu vas chercher peut pas aller beaucoup plus loin que ce que tu as en poche. Et c'est pour ça que tu compenses avec le caride. Tu vois, à part KT qui a un fonds d'1 milliard sur la place, tu n'as pas beaucoup de fonds de venture qui touchent des tels niveaux d'AUM Donc, ce que et tu es en donc de train management d'expliquer, fees. juste pour expliquer à tout le monde la mécanique, un fonds a une taille, donc Ouais. 100 millions. Sur ces 100 millions, il va prélever 2% par an de management fees qui vont être dédiés à, en théorie, les coûts de fonctionnement du fonds, donc les salaires, les bureaux, les due deals, etc. Et donc, sur un fonds de 100 millions, ça fait 2 millions par an. 2 millions par an pour des salaires chargés. En France, les charges, ça pèse lourd. Si tant est que tu pars du principe que ta management company doit être à l'équilibre, pour construire toute une équipe d'invest, tu n'es pas non plus ultra à l'aise. Si tu es en dessous des 100 millions, alors là, tu es carrément contraint et globalement, tu ne peux pas payer beaucoup et donc tu es obligé d'incentiver en caride beaucoup. Ou tu dois avoir une plus petite équipe. Ou tu as une plus petite équipe et un fonds de 100 millions. En fait, un fonds de 50 millions à Paris, c'est souvent 1 ou 2 personnes. Et un fonds de 100 millions, il y a peut-être... Non, tu as plus de monde quand même, à 50 millions. En fait, je pense qu'à minima, il te faut 3 personnes dans un fonds. Quoi qu'il arrive. C'est ce que tu regardes, même... Ouais, Mais tu as pas mal de fonds qui se lèvent, qui sont des... En ce moment, qui sont des petits fonds de 50 millions, renés par 1 ou 2 personnes. Oui, mais après, tu as quand même des équipes support, tu vois, qui vont venir quand même en complément de... Tu vois, je regarde First, qui est quand même une petite structure au sens de petite équipe en nombre de personnes. Tu vois, ils sont quand même 4, 5. Donc, mine de rien, en fait, tu as toujours un peu ce minimum. Ou sinon, tu passes vraiment en micro-fonds. Mais parce que tu as beaucoup moins d'obligations aussi de reporting, etc. Donc, c'est un peu plus facile d'être dans une équipe plus réduite. Alors, donc on a parlé un peu de sous. Combien ça gagne un jeune partenaire ? Alors, il faut faire attention au titre en venture. C'est dur. Je vais te le dire. Voilà. Mais à Paris, un jeune partenaire, un partenaire, ça peut avoir 8 ans d'expérience, ça peut avoir 12 ans d'expérience. Donc, c'est un terme qui regroupe une population très large. Et donc, si à l'entrée, on peut gagner environ 50 000 euros, disons qu'une fois qu'on a grandi dans la structure, un jeune partenaire, il va gagner entre 100 et 150 000 euros annuels bruts. Et un jeune partenaire, c'est quelqu'un qui a en moyenne une dizaine d'années d'expérience pro.
Donc ça peut être 8 ans, ça peut être 12 ans. Ouais, mais en fait, c'est là où... en fait, c'est... Et là, on parle du venture Capital. early à Paris. Ok. Parce qu'à Londres, ça n'a rien à voir. Ouais. Je pense que tu peux aussi... je pense que la fourchette, elle est plus large. Et pourquoi elle est plus large? C'est que, en fait, maintenant, être partenaire dans un fonds de VC, tu as des partenaires parfois quasiment d'office qui sont des équivalents principal investment director. Mhm. Et ils n'ont pas les 10 ans d'expérience dont tu parles. Ils vont avoir plutôt 5 ans. Ah oui, ok. Et Non, oui, mais la réalité, ouais, c'est qu'en ça, fait, le métier, surtout à Paris, où on est sur des plus petits fonds, etc., en fait, il n'est pas aussi hiérarchisé d'un fonds à l'autre. Et du coup, en fait, ce terme partenaire, je trouve qu'il est hyper compliqué maintenant à qualifier et à Alors, tu as cadrer, raison. Le terme partenaire, il recouvre des réalités très différentes. Ouais. Il n'en reste pas moins que dans un fonds, il y a des general partners, donc il y a des Ouais. vieux, Oui. qui sont les gens qui lèvent de l'argent auprès des LPs. Et ça, je pense que c'est un des critères clés qui te dit que tu es vraiment un partenaire, c'est que c'est toi qui vas lever l'argent. Oui, mais ce que tu observes, c'est aussi tes managing partners sont ceux qui vont aussi beaucoup lever. Typiquement, Isaïe, je crois que c'est Chambord-Redon qui lève la majorité des fonds encore aujourd'hui. Et les partenaires ne sont pas forcément responsables de la levée de fonds. Ok. Toi, tu Alors dis qu'il y a des partenaires alors qui qu'il y en a sont qui ont plus de 20 ans d'expérience dedans. En fait, c'est vraiment... je trouve que... Alors, je ne sais pas si c'est très spécifique au marché français, mais dans le marché français, d'un fonds à l'autre, tu as vraiment une façon de faire qui peut être différente. Après, oui, normalement, quand tu passes partenaire, c'est le moment où tu deviens responsable aussi de ta levée de fonds. Mais moi, tu vois, quand j'étais associate, j'étais aussi dans les rendez-vous, impliqués dans les rendez-vous de levée de fonds, etc. Et donc, effectivement, quand tu es partenaire, tu deviens responsable de ton fonds. Donc, tu es responsable aussi d'amener potentiellement du cash, mais d'un fonds à l'autre, ça peut aussi beaucoup changer. Parce que tu as des managing partners qui sont très forts dans la levée de fonds et qui vont dire, OK, en fait, je préfère, si tu es dans une équipe plus réduite, comme on le disait tout à l'heure, que mon partenaire qui est un celui super deal maker. Et voilà. En fait, lui, je veux qu'il soit 100% là-dessus. Ça gagne combien un partenaire en venture? Je sais pas, je pense que ce que tu dis assez justement, c'est que d'un junior partner, il peut gagner de 100 000 à 200 000 euros, à 250 000 euros pour d'autres. Enfin, tu vois, je pense que... Je pense que les gens qui gagnent 100 000 vont te contacter pour savoir qui gagne 250 000 à Paris. Ah non, mais tu as des fonds qui payent des partenaires. Ah oui, mais tu as même des directeurs d'investissement qui sont payés 200 000. Alors, pas forcément à Paris. Ah non, moi je te parle à Paris. Hein. Ah non, mais je pense qu'à Paris, tu as des partenaires qui touchent les 200-250 000 euros. Voilà. Okay. Voilà. Oh, je l'ai dit. Et si c'est pas vrai, ben, on pourra couper ça. Non, mais pour moi, tu montes très haut. Tu peux monter très haut. Hein. Est-ce qu'on peut parler d'un métier qui est très connexe à celui de VC, qui est celui de BA? Est-ce que c'est un métier d'abord, business angel, ou est-ce que c'est un hobby? Et toi-même, tu as une activité de BA qui est prolifique. Est-ce que tu peux nous en parler? Non, alors moi, elle l'est pas justement. Non, mais en fait, alors déjà oui. Ta première question, c'était est-ce qu'il y a beaucoup de BA? Non. Ma première question, c'est est-ce qu'on peut parler du métier de business angel? En quoi c'est différent du métier de venture? C'est différent parce que souvent, tu as beaucoup de BA qui ont quand même une activité en parallèle. C'est-à-dire que leur métier n'est pas d'être investisseur. Ils décident en complément de mettre des tickets de BA. Okay. Tu as des BA qui sont très structurés, qui font quasiment que ça, mais ils sont plutôt rares. Et les BA ont... Pareil, tu as des profils de BA différents. Tu as des BA qui vont souvent, majoritairement, investir quand même en pré-seed. D'ailleurs, tu as beaucoup de fonds qui laissent de la place et de plus en plus pour ces BA parce que soit c'est des BA très connectés, soit des BA experts du domaine dans lequel est la startup. Mais à la marge, tu as des BA qui peuvent venir un peu dans les tours un peu après. Mais quand un BA, il a quand même tendance à mettre un peu plus de tickets, il va avoir plutôt, il va plutôt répondre aux critères de dire ok, il faut que j'en mette dans plusieurs, plutôt que d'en mettre ponctuellement dans une ou deux et arriver à un plus gros stade. Enfin voilà. Mais après, ça dépend de quelle est sa poche d'investissement, comment il est constitué, c'est quoi ses spécificités, etc. Tu as des BA qui parfois c'est pour le plaisir et donc ils vont mettre à la marge. Ça va pas forcément leur amener beaucoup de performance, mais c'est le plaisir d'avoir mis un ticket dans une boîte dans laquelle ils croient.
Ça, Est-ce c'est que pour... tu peux nous expliquer le concept de prendre du plaisir à mettre un ticket? Moi, je pense que je le comprends, mais c'est pas forcément Oui, évident parce à... que Quand Mikey aussi. j'achète une action Apple, j'ai pas un plaisir extraordinaire. Mais En moi, quoi c'est différent? Alors moi, je pense qu'il y a des gens déjà qui prennent plaisir à avoir une part dans Apple. Moi, D'accord. j'ai déjà eu des potes qui m'ont dit, voilà, je suis content, j'ai ma part dans Facebook, j'ai ma part dans Apple. Je pense que tu vois, t'as l'impression du coup de faire partie de l'histoire. Ok. Et encore plus du coup sur des startups quand tu es arrivé au début, parce que tu as rencontré le fondateur, parce que tu peux aider le fondateur. Tiens, je connais quelqu'un qui peut t'aider pour ça. Et donc, tu as l'impression de contribuer au succès de la boîte. Et je pense qu'il y a un truc qui fait un peu rêver quand même dans les startups, tu vois. Et encore plus quand tu es BA, que tu as été entrepreneur, que tu sais ce que l'entrepreneur il a vécu, tu dis, OK, moi j'ai envie de t'aider, j'ai envie un peu aussi de mettre ma pierre à l'édifice. Et à l'inverse, si tu n'as pas été entrepreneur et que tu es quand même un BA, tu as un peu cette satisfaction de te dire, OK, je fais partie du projet, je fais partie de l'aventure, ah, c'est génial, etc. Il y a une excitation un peu, tu sais, comme les débuts d'histoire, quoi. C'est un peu cette excitation-là. Et je pense que ça fait partie du jeu. Et en plus, on a vu des BA faire des perfs incroyables. Peter Thiel étant je pense, le meilleur sponsor de tous les BA du monde. Tu vois, qui avait fait, je crois, un multiple de plus de 2000 sur son investissement dans Facebook. Donc tu dis, moi aussi, j'ai envie de devenir ultra milliardaire. Et donc, il me suffira d'une boîte pour le devenir. Bon, la réalité, c'est que c'est un peu plus complexe que ça et que tes chances de trouver Facebook, elles sont diluées à travers 2000 opportunités que tu peux croiser dans l'année, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est pour ta première partie Et question. est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de ton activité de BA? Seulement si tu parles de ton activité de BA, parce que tu as une stratégie rondement menée, Mika, donc tu pourrais en parler, je trouve. Non, moi, ce qui est compliqué, c'est que tant que tu es en fond, c'est une activité que tu es obligé de modérer plus. Parce que il faut qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt entre les éventuels tickets que tu pourrais mettre en tant que BA et ton fonds. D'ailleurs, tu vois, il y a un peu une logique de si tu mets, par exemple, parce que ton fonds ne pouvait pas rentrer sur un tour, tu arrives un peu après, mais tu arrives à mettre un ticket de BA. Si ton fonds veut mettre au tour d'après un ticket, tu dois revendre, mais limite à la valeur du tour précédent, pour qu'il n'y ait vraiment aucun conflit d'intérêt et que tu ne sois pas celle qui va pousser ton fonds à faire un deal. Pour toi, à titre perso, Voilà. faire de l'argent. Ouais. Donc ça, tous les fonds, je pense, font très attention, même si tu as des fonds qui, étonnamment, vont avoir une logique inverse, mais ça va être plutôt des family office que des fonds très structurés avec des corporates et ainsi derrière, mais qui vont dire, OK, en fait, moi, j'ai envie que en parallèle, par exemple, de l'investissement, il y ait mon investisseur qui mette un ticket de BA parce que j'ai l'impression que ça l'implique encore plus dans le deal, mais donc ça va se faire en co-invest ou tiens, opportunité, mets un ticket au début. Comme ça, si on revient, tu as déjà la relation et on peut remettre un ticket. Donc moi, globalement, c'est pour ça que je n'ai pas mis tant de tickets de BA, c'est que je les ai mis soit quand notre fonds, ça n'était pas dans la thèse d'investissement de notre fonds, soit quand on n'a pas le deal, soit qu'on arrive entre deux tours, etc. Mais avec ces règles qui sont prédéfinies avec ton fonds et tu déclares, etc. Enfin, Est-ce qu'il faut être riche pour être BA? faut avoir un peu d'argent. Faut pas être riche parce que tu vois, tu peux commencer à mettre des tickets très bas entre guillemets. Hein, dans les boîtes pour faire partie de l'aventure. Mais en contrepartie, dans ce cas-là, il faut que tu aies du réseau, etc. En fait, il faut au moins être riche de quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer c'est pas du tout intuitif. Hein. Je sais que pour toi, ça l'est parce que tu es toute la journée dans des négos. Mais pourquoi est-ce que si on veut mettre moins d'argent, il faut être plus connecté? Alors, c'est pas une évidence. Parfois, il y a beaucoup d'intuitions personnelles. Et donc, si tu t'entends bien avec l'entrepreneur, que tu crois en son projet day one, il va se dire ah tiens c'est sympa, j'ai aussi besoin de gens qui me soutiennent psychologiquement, c'est du pur psychologique et dans ce cas-là il va te dire ok vas-y je t'ouvre la porte. Ou un entrepreneur qui a pas de choix à faire dans CBA parce que tu as aussi nous on a beaucoup de configurations de boîtes où ils sont sursouscrits d'un point de vue BA donc ils doivent sélectionner et c'est là où quand ils doivent sélectionner quand ils peuvent pas accepter des tickets trop petits parce que c'est un peu trop d'admin on va dire. Et dans ce cas-là, il faut que tu montes ta valeur. Il faut que tu montes pourquoi il va te choisir toi plutôt qu'un autre. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est là où je disais il faut une autre forme de richesse. C'est que qu'est-ce que tu peux lui apporter si c'est une boîte, par exemple, dans l'IA, bah, tiens, je suis un ancien ingé, j'ai un gros réseau d'ingé que tu pourrais recruter. Tiens, ça crée un match. Et il peut être à plein de niveaux différents.
Donc en fait, juste pour expliquer, en général aussi, il y a des tailles de tickets minimum. Alors Oui. c'est sur le papier, hein, mais c'est de dire, voilà, moi je vais faire entrer des BA qui vont mettre minimum 10 000 euros, ou minimum 20 000 euros, minimum 25 000 euros. Évidemment, il y a des exceptions à ces tickets minimum. C'est souvent pour filtrer aussi les gens et ne pas avoir 1000 personnes qui veulent mettre 1000 euros. Euh, mais si on est capable de démontrer de la valeur en tant que BA opérationnel, alors évidemment, on pourra Ouais. avoir accès sur un plus petit ticket. Donc, c'est important de comprendre que le métier de BA, d'abord, c'est pas un métier pour beaucoup de gens, et parce que ça ne rémunère pas. Et ensuite, Ça peut un jour. ça peut un jour rémunérer, au même titre que jouer au loto peut un jour rémunérer. Non, si tu le structures un peu plus, tu vois, si tu pars du principe que tiens, tu as 1 million et que tu vas mettre des tickets de 20 à 50 000, tu vois, dans un maximum de boîtes, bah oui, Ce qui est la c'est manière la power law, tu vois. semi-professionnelle de faire du BA, c'est de dire j'ai une poche que je dédie à ça, mais pour mettre 1 million en venture, ça veut dire que tu as une surface financière de 10 millions, en théorie, hein, parce que tu Ouais, alloues 10%, 5 à 10. Ouais, 5 à 10, donc ça veut dire que tu es riche. Enfin, juste si on oui, parle de ces ordres de grandeur-là. Après, le faire à plus petite échelle, en général, c'est beaucoup moins du coup professionnel et prédictible, et du coup, en moyenne, ça ne paye pas. ah oui, bah. En fait, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Soit tu es un BA qui a une vraie volonté de faire de la perf. Mais là, c'est la même loi que pour les fonds d'investissement. C'est-à-dire que tu es obligé de multiplier tes Ouais. investissements. Sauf si tu investis plus tardivement et que tu as un peu plus de visibilité sur la boîte. Et donc, que tu dis, OK, je cours moins de risques, donc j'ai moins besoin de faire d'investissement. Mais bon, après, ton multiple, il est censé être moins élevé aussi. Donc, je pense que de toutes les façons, si tu es BA, il faut te mettre bien, être au clair sur ta stratégie d'investissement. C'est un super moment juste pour. Est-ce que tu peux faire un petit point sur ce qu'on appelle la power law dans le venture, et pourquoi est-ce que tu parles de faire plein de petits tickets? Ouais. En fait, la power law, si je la fais de façon simplifiée, c'est le fait de se dire euh, plus je vais investir dans une multitude de deals, plus j'ai une chance de récupérer des deals hyper performants. Et donc, là où à l'inverse, si je fais peu de tickets dans peu de deals, en fait, je ne vais pas venir chercher un reach suffisamment suffisant pour multiplier mes chances de faire de l'hyper-performance. Donc, on a tendance à dire, dans un fonds d'early stage, comme pour un BA, alors pour un BA, ça va être en précis, donc c'est encore plus important en termes de nombre de tickets, mais multipliez vos tickets. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très lié à l'investissement en général. Tu vois, Bien dans un sûr. fonds de PE aussi, tu vas multiplier tes investissements Ouais, pour après, mutualiser tu ton risque. auras une dizaine, quinzaine de lignes dans un fonds de PE, tu n'en auras pas Ouais. 100. Oui. Et hors un BA, on va lui dire voilà, tu disais tout à l'heure, tu vas mettre des tickets de 20 à 50 sur un portefeuille d'1 million. Bon, bah, ça veut dire que tu vas multiplier plusieurs centaines d'investissements. Donc, tu vas devoir gérer tous ces investissements-là, et en espérant qu'il y en ait un qui fasse 100 fois la mise, 1000 fois la mise potentiellement, pour payer absolument toutes les autres pertes. Donc la power law, c'est de dire j'ai un investissement qui va retourner la quasi-totalité de tous mes autres investissements, même s'ils vont à la casse. Et puis, hopefully, j'en ai quelques autres qui vont gagner un peu d'argent, faire 3 fois, 5 fois l'argent, peut-être 10 fois l'argent si on a. Et la majorité de mes investissements qui vont aller à zéro. Ouais. Alors, tu es plus, tu vois, sur les 1 million, 50 000, tu es plus sur 20 invests. Donc, en fait, tu vois, déjà, c'est gérable, c'est faisable. Et c'est plus une réflexion en quartile. Je trouve que c'est souvent plus facile pour se repérer un peu, tu vois, dans Mhm. qu'est-ce que tu dois faire. C'est pas de se dire forcément, comme pour un fonds, de manière caricaturée, on dit souvent oui, il faut un invest, c'est le fund returner, c'est celui qui te fait plus que ton return et tout. Oui, oui, alors ça c'est idéal, mais en fait c'est plutôt tiens, j'ai 50% qui vont aller à la casse, 25% qui vont me faire une perf À fois de deux, ouais, une fois ou deux voilà, fois. exactement. Et après j'en ai qui vont surpasser les x4, x5, et eux ils vont me permettre, ok, en fait, le troisième quartile m'avait permis
De retourner mon de fonds. retourner mon fonds. Et le quatrième, c'est celui C'est qui me ma permet de perf. me faire plaisir, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça aussi qu'il faut le voir quand tu es BA. C'est se dire, OK, il faut aller aussi chercher ces deals où je pense qu'ils peuvent particulièrement surperformer et m'aider un peu à générer in fine une perf. Ok. Et donc, toi, tu apportes quoi comme valeur opérationnelle dans les boîtes dans lesquelles tu investis? C'est dur parce que, en fait, moi, je l'ai beaucoup fait en tant que fonds. Donc, en fait, tu apportes aussi ta valeur de fonds. Mais la réalité, c'est que, et moi, c'est ce auquel je crois, même en tant qu'investisseur, c'est qu'en fait, tu amènes ton réseau. Moi, même quand j'investis dans une boîte dans laquelle je monte en expertise dans le domaine, je serai jamais autant expert que n'importe quel expert qui a fait ça toute sa vie. Donc, moi, je dis toujours aux entrepreneurs, je ne serai pas votre contact privilégié qui vous aidera au quotidien. Moi, je vais vous apporter plutôt du soutien psychologique, genre du challenge, parce qu'effectivement, à force de voir des boîtes, tu vois, tu as des patterns qui se répètent, et donc ces patterns, tu es capable d'échanger avec l'entrepreneur dessus. Et ça peut l'aider à se nourrir, tu vois, pour comprendre un peu, OK, c'est quoi son prochain objectif. Tiens, quand il veut pitcher une boîte, tu vois, tu peux lui dire, OK, vas-y, viens, on fait le test ensemble. Enfin, un fonds, pardon, tu peux lui dire, on fait le test ensemble. Mais c'est surtout le réseau. C'est de se dire, OK, tiens, tu as besoin sur la partie commerciale de ça, je connais X, Y et Z, je vais essayer de te les pousser pour t'aider. Ou à l'inverse, sur le recrutement, sur des enjeux purement fonds aussi. Tiens, j'ai besoin de lever, est-ce que tu connais des fonds ? Bah oui, effectivement, quelques-uns. Et donc voilà. J'ai une question qui s'applique très souvent à tous les investisseurs que je croise. C'est souvent une question que je pose. C'est la question de talent versus luck. Selon toi, est-ce que le métier du venture capital, c'est un métier de talent ou de chance ? Alors, je pense que ceux qui te disent que ce n'est pas de la chance en grande partie sont soit malhonnêtes avec eux-mêmes, soit avec toi. Pour moi, il y a une part indéniable de chance. Mais c'est parce que sinon, en fait, ça voudrait dire qu'on a des capacités supérieures à lire l'avenir. Et je pense que dans ce cas-là, limite, sois pas investisseur. Tu vois, joue au loto parce que tu peux prédire un ticket de loto, etc. Mais si je sors un peu de la caricature, c'est que oui, il y a de la chance parce que c'est quand même très compliqué d'avoir une visibilité. Tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le Covid et le travel. Qui pouvait prévoir le Covid et donc que ça se casse la figure, et qui, à l'inverse, pouvait prévoir que toutes les solutions de work from home allaient exploser grâce à cette opportunité de marché. Donc, il y a quand même, tu vois, des choses structurelles et des événements externes aussi qui font que tu n'as pas la boule de cristal. Et surtout que, toi, tu fais une analyse de deal, notamment en early stage, où globalement, ton projet il peut changer 10-20 fois. Genre avant qu'il trouve son product market fit, avant qu'il ait sa bonne stratégie commerciale. Donc, en fait, c'est pas comme si tu avais une visibilité absolue sur l'investissement que tu fais. Ça, c'est le premier point. Après, il y a quand même du talent dans nos métiers, dans le sens où, déjà, il y a beaucoup de soft skills. Aussi bien dans ta relation que tu vas créer avec l'entrepreneur, qui va te permettre peut-être de l'accompagner plus ou moins bien, tu vois, dans son développement, mais aussi et surtout dans la perception que tu vas avoir d'un entrepreneur. Donc, tu peux te tromper, mais mine de rien, tu vois, quand tu rencontres 1000, 2000 entrepreneurs par an, en fait, à force, tu commences à créer tu vas percevoir certains patterns qui vont t'aider peut-être à mieux comprendre, tiens, c'est quoi les profils qu'on a tendance à revoir, et ça, c'est indéniable. Et puis, tu as aussi tes profils d'analyse. Alors ça change beaucoup entre quand tu arrives en précise et en grosse. On va dire, plus tu es en grosse, plus il faut avoir des skills d'analyse financière, de connaissance du marché. Et puis, c'est des marchés qui sont généralement déjà un peu plus développés. Donc, tu vois, tu vas un peu plus... tes due deals, elles sont un peu plus longues, un peu plus fournies, etc. Mais effectivement, donc, ton talent, on va dire, il est différent en début de cycle qu'en fin de cycle. Mais il y a du boulot. Et c'est principalement des soft skills, il ne faut pas se mentir. Mais si tu arrives un peu plus tard dans le process, tes hard skills, elles sont quand même importantes, quoi. Donc, tu dirais qu'en early stage, tu as beaucoup de talent de soft skill communication et capacité à convaincre, à vendre, à closer. Et à comprendre. Et à comprendre. En fait, il faut que tu comprennes très vite. Et en gros, davantage, même si on conserve les compétences de
closer, séduire, etc. Parce qu'il y a de la concurrence également sur cette maturité. Davantage de skills analytiques. Et c'est pour ça qu'on trouve en fait des profils assez différents en grosse que les profils qu'on trouve en early stage. En termes de background, en termes de première expérience, il y a beaucoup plus de gens qui viennent de background analytique, qui sont passés par la banque, qui sont passés par la strat, pas forcément toute leur carrière, mais les premières années structurantes. Effectivement, mais à l'inverse, tu vois, en early stage, tu vas aussi beaucoup trouver des profils qui ont fait de l'opérationnel, qui sont passés par des grosses startups, qui ont vu, tu vois, le passage de 0 à 1 et de 1 à 100. Donc, tu as aussi d'autres types de profils qui sont très end-zone parfois, et de plus en plus d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure, tu vois, sur l'importance d'avoir une proposition de valeur aussi vis-à-vis des startups dans lesquelles tu investis. Avoir des profils d'investisseurs, je pense, différents dans ton fonds, qui vont être capables d'aider la société avec humilité, hein, parce que l'investisseur, il fait pas non plus, c'est pas lui qui fait le. Il n'a pas le droit aussi. Il y a une réglementation qui s'appelle la gestion de fait, exactement. Et qui empêche l'investisseur de gérer de facto la boîte dans laquelle il investit. Mais ça l'empêche pas de l'aider. Ça l'empêche pas de l'aider. Mais c'est les décisions de gestion qui doivent revenir à la. Bien sûr. À et heureusement, nous on n'est pas des entrepreneurs. Et tu vois, dans les talents, il faut aussi avoir un talent d'humilité, quoi, parce que je pense que c'est un critère fondamental, en fait. J'ai préparé un petit jeu pour toi, un poil provocateur. Parce que t'aimes la provocation. No! Ok, donc bienvenue au Crash Test. Yes. C'est un jeu où il faut deviner la startup qui a fait faillite. Je veux pas qui est en liquidation judiciaire. Oh non, je sais pas si je répondrai à ces questions. Alors. J'aime pas. Tu me les avais pas envoyées, celles-là. Mais non, parce que il faut que tu devines. Oh non, c'est horrible. Je gère très très mal la pression. Ok. Top. En janvier 2022 et mars 2022, j'absorbe les sociétés Koya et Uncle et je franchis la barre des 300 000 assurés en Europe. En 2018, je lève... laisse-moi finir. Ah non. Aucun intérêt sinon. Ah merde. C'est pas Luco? Si, c'est Luco. Bravo. Mais il faut qu'on te fasse un buzzer. Mais si je réponds mal, tu sais que c'est la loose. Grave. Si je réponds mal, on coupe la question, hein, je vous préviens. Top. Créé en 2018, je suis un service d'intérim en ligne fondé par 2 consultants de McKinsey. En 2020, ma plateforme attire plus de 800 000 intérimaires. Je travaille avec des clients comme Casino, Fnac, Darty, PSA, Peugeot, Citroën. En 2021, je réalise ma 3e levée de fonds de 35 millions d'euros auprès de KT Innovation et BPI France. La même année, plusieurs scandales m'affectent et je parais dans Balance ta startup. En 2023, après mon redressement judiciaire, je suis finalement repris par le groupe d'intérim Provence. Je suis Easy Work. Easy Work, bravo. Top. Les pauvres, putain, c'est horrible de parler de Balance ta startup. Vas-y. Mais eux, ils avaient une très belle perf au début. Hein. Franchement, les fonds qui sont arrivés dans le lycée, j'étais très content. Et ça pose la question de quand est-ce qu'il faut sortir. Vas-y, continue. Top, lancé en 2019. Je suis une société spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. En 2020, je réalise ma première levée de fonds qui atteint 1,1 million d'euros. En 2022, j'adore les jeux. Vas-y. En 2022, je boucle une levée de fonds de 40 millions d'euros auprès d'investisseurs comme DSC Global Partners, Daphne. En 2023, je clôture ma 3e levée de fonds à hauteur de 12 millions d'euros avec une entrée au capital d'acteurs tels que EDF. Le 17 janvier 2024, suite à un bouclage trop tardif de ma 4e levée de fonds de 5 millions d'euros, je suis placé en redressement judiciaire. Je suis. C'est Mastéos. Mais en vrai, tu sais, on en rigole un peu parce qu'on le fait sous forme de jeu, mais en fait, c'est quand même... C'est aussi tragique qu'un exemple très sain du venture, quoi. C'est le jeu du venture, quoi. Moi, je trouve investis... pas ça tragique. Je trouve mais c'est tragique dans le sens où il y a des emplois, etc. Enfin, tu vois, c'est aussi... Il y a des investisseurs. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle des salariés, c'est des périodes qui sont atroces parce qu'il y a des PSE qui s'enchaînent, etc. Mais à l'échelle de qu'est-ce que c'est qu'une start-up, je pense que c'est important que les gens, les candidats, les jeunes qui rejoignent ce type de projet gardent en tête qu'il y a du risque. Exactement. Et c'est bien aussi parfois pour remettre un peu les pieds à terre, tu vois. Parce que nous, on le voit, il y a des entrepreneurs parfois qui vont te dire « Ah oui, mais cette boîte, elle a levé tant, elle a fait cette valo ».
Et parfois, c'est bien d'avoir aussi ces exemples de oui, mais en fait, tu vois, c'est pas parce que tu as ce chemin de réussite que la exit, elle est forcément exceptionnelle. Pardon. Dernière question, Vas-y. et ça, plus dur. Top, service de prêt-à-porter masculin ayant vu le jour en 2013. Je suis conçu pour les hommes qui veulent bien s'habiller et qui n'ont pas le temps de Mets le faire look, du là. shopping. Non. Après une première levée de fonds en 2014 de 1,4 million d'euros, les investisseurs 14. renouvellent leur confiance en septembre 2015 et m'aident à boucler un second tour à 4 millions d'euros. En 2016, alors que mes fondateurs Étienne et Antoine espéraient réaliser 50 millions de CA en 2018, je suis placé en redressement judiciaire, faute de croissance et de performance. Attends, tu peux la refaire ? On la refait cette question. Attends, parce que 2013, la création. 2013, c'est pour Ok, ça vas-y, que refais. Refais. Je vais réfléchir. Top service de prêt-à-porter masculin ayant vu le jour en 2013. Je suis conçu pour les hommes qui veulent bien s'habiller et qui n'ont pas le temps de faire du shopping. Après une première levée de fonds en 2014 de 1,4 million d'euros, les investisseurs renouvellent leur confiance en septembre 2015 et m'aident à boucler un second tour à 4 millions d'euros. En 2016, alors que mes fondateurs Étienne et Antoine espéraient réaliser 50 millions de CA en 2018, je suis placé en redressement judiciaire, faute de croissance et de performance. Attends, je veux trouver. Non, mais du prêt-à-porter, parce qu'il y a Asphalt qui fait du prêt-à-porter pour hommes et eux, ils n'ont pas ouvert leur capital avant longtemps. Et puis, ils n'ont pas fait de redressement judiciaire, ils vont très bien. Qui va pas bien. Mais tu as eu des trucs genre, comment ça s'appelait, RAD ou des trucs comme ça aussi qui Non, pas. c'est pas rad. Donne-moi un autre indice. C'est qui les investisseurs ? J'étais client de cette boîte. Ah oui, mais c'est pour ça. Ils faisaient des boîtes et ils te les envoyaient. Ils faisaient des boîtes et ils te les envoyaient. C'est que des hommes. Putain, je suis pas la cible, c'est relou. Pour moi, ça, c'est pas une boîte tech. Je rigole. C'est quoi ? Vas-y, mets-moi les initiales. Bah là, il faut un buzzer perdu. Hein. Initiales. J'ai des initiales. Mais c'est normal, t'es pas dans la cible, c'est pour ça que tu connais pas. Si, vas-y, des initiales. C'est pas grave. Initiales. Ça commence par C. Putain, c'est encore pire. Et après, la deuxième. C'est chic type. Ah, mais bien sûr. Avec la petite cravate au milieu, non ? Ouais, je vois très bien. Dernier. Ah, ok, il y en a encore un. Je croyais que c'était le dernier. Trop facile celui-là. Ok. C'est pour Mistral. te cheer up. Ils ont pas fait faillite. Ah non, c'est dans les faillites uniquement. Okay. T'aurais pu faire des belles levées. Top, en 2017, je boucle une levée de fonds de 30 millions d'euros. Frischti. Oh, bravo. Bam. Très fort. C'était 30 ? C'était pas 20 la première ? Entre 15 et 20 ? Bah, ça inclut peut-être la dette des chiffres. Donc là, c'est la partie où on prend un peu de recul, prend de la hauteur, on respire. Et on essaie de se demander d'abord quel conseil tu donnerais à Angélique, 22 ans, qui sort de l'école et qui se dit le venture, ça m'intéresse. Bah, ne commence pas par le venture. Franchement. Je pense que... après, on a tous des théories différentes sur les profils qu'il faut en venture. Et il y a beaucoup de profils différents en venture, heureusement. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant de passer soit par une expérience très opérationnelle dans une startup, soit des expériences très hard skills, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, sur l'analytique et tout. Après, encore une fois, ça va dépendre de ce qui t'intéresse. Si tu as envie de faire du gros, je te conseille d'aller passer par du M&A, de l'ATS ou des choses comme ça. Mais ouais, si tu peux aller voir un M&A aussi de l'autre côté, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu as une perspective sur l'avenir du métier ? Comment tu le vois évoluer ? Est-ce que tu as une opinion sur ce que vont devenir les fonds ? Moi, je suis hyper optimiste par nature. Donc, j'ai tendance à penser que, tu vois, on est encore dans une on n'est pas tout en haut de la vague.
comme beaucoup aiment le dire. Il y a des cycles dans la vague. Mais, et on a connu, tu vois, un bas de cycle en 2022, 2023 aussi. Mais je pense que on le voit, là, on est en train de remonter et il y a beaucoup de nouvelles innovations, notamment autour de l'IA, mais aussi autour de la climate tech, pardon, qui montrent que, en fait, le terreau est fertile et qu'il y a encore beaucoup d'opportunités qui peuvent émerger. Donc moi, je suis très optimiste sur déjà la supply, on va dire. Après, je pense que les métiers sont en train de se réinventer sur le venture. Je pense que le besoin de créer de la valeur est devenu hyper important Pour les fonds. pour les fonds, d'avoir un edge en fait. Alors ce truc où on peut t'identifier parce que ça ne veut pas dire que tous doivent être forcément très opérationnels. Tu vois, on a vu beaucoup des squads d'operators et tout se constituer, que moi j'aime beaucoup ce type de modèle, mais je pense que tous ne le font pas. Mais il faut que d'une manière ou d'une autre, tu aies ton edge. Et ça, pour moi, on va le voir de plus en plus sur les fonds. Et après... Tu penses quoi de la tendance qu'on voit et qui est vachement poussée en France par BPI-France de créer des fonds sectoriels? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Je suis mitigée sur les fonds sectoriels parce que je pense qu'il faut les faire bien. En fait, tu peux faire un fonds sectoriel parce que déjà, ça va te permettre justement de créer cet edge dont on parlait. Typiquement, je serai un fonds d'IA parce que je vais me créer une communauté d'ingénieurs un peu experts et plus avoir à disposition sur la partie commerciale des grands noms qui vont m'aider à aller développer plus rapidement tous les projets qui vont être lancés par les boîtes dans lesquelles j'investis. Après, les fonds sectorisés en termes de perf, c'est toujours un sujet. Parce que quand tu fais de l'hyper-sectorisation, tu casses un peu la diversification. La diversification. Et la diversification, elle est souvent très bénéfique en termes de performance. Parce que rien que sur des sujets externes, on en parlait tout à l'heure, tu as le Covid demain, tu as fait un fonds dans le travel, merde alors. Donc, il y a une différence entre quand tu as un fonds sectorisé dans une société de gestion plus globale, parce qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent un premier fonds très généraliste ou très tech, et après elles vont aller sur d'autres verticales, et là je trouve que ça a plus de sens. Est-ce que tu as une recommandation de bouquin à lire? Alors, il y en a un que je recommande particulièrement sur Netflix, c'est No Rules Rules, qui en gros explique tout le système RH interne chez Netflix, qui va promouvoir notamment beaucoup la communication positive, mais directe. Typiquement, ils prennent l'exemple, je crois, au début du livre, une N-18 du grand patron qui, en pleine réunion, lui fait une remarque, le reprend, tu vois. Et lui, il promeut ça en fait en interne en disant, en fait, si on veut grandir et vite, il faut absolument pouvoir se challenger, se faire des retours dans la foulée. Après ça demande un cadre spécifique, mais je trouve ça hyper intéressant, notamment pour les boîtes, tu vois, en early stage, de se dire en fait on est capable tout le temps d'entendre la critique ou les différentes opinions ou s'améliorer, parce que ça peut pas forcément venir toujours du CEO, et donc voilà, je le trouve très positif. Est-ce que tu as 2 entrepreneurs, 2 dealmakers, ça peut être des conseils aussi que tu nous recommandes de convier dans ce podcast? Pauline Glickman, ouais. la fondatrice de Payflows. Je trouve que, tu vois, typiquement, elle a un profil, je trouve, en tant qu'entrepreneur qui est impressionnant, parce qu'elle est passée pas mal de boîtes sur des sujets très opérationnels. Et aussi parce que je trouve qu'elle a un drive naturel qui est exactement ce que tu cherches quand tu rencontres un entrepreneur. Et elle a des atypismes sur pas mal de traits de sa personnalité, ses choix, qui, je pense, la rendent hyper intéressante. Et elle est très sympa. Voilà. Tu en voulais 2. Je vais être très au féminin aujourd'hui. Peut-être Sarah Dashbark, la fondatrice de Ossium, justement, dont je parlais tout à l'heure. Parce que déjà, juste sur la thématique dans laquelle elle est, la recherche de nouveaux matériaux, c'est un vrai sujet.
à tous les niveaux, petites comme grandes entreprises, Airbus comme Google. Enfin, c'est hyper intéressant. Et parce que c'est plutôt une jeune entrepreneur qui n'a pas forcément fait beaucoup d'opérationnel justement, mais qui a une certaine expérience dans le secteur dans lequel elle est, et justement elle qui a développé plutôt le côté hard skills scientifique avant de lancer son projet, et voilà, et aussi très inspirante, et au moins sur la thématique de son projet. Top. Et pour finir, Ouais. c'est quoi ton opinion la plus controversée sur ton métier? Mon opinion la plus controversée, c'est que c'est beaucoup de la chance. Merci beaucoup, Angélique. Merci Mika.